Alors, bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. 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 Alors, notre amitié date de presque 1 an et demi comme ça, ou 2 ans. Oui, à peu près, oui. On était juste sur Facebook. Tout ce que je sais que vous êtes irakien pour travailler au Liban et vous parlez un très beau français. Ben, je sais. Non, votre français est meilleur que le mien. Vous avez un très bon français. Je pense pas. Et alors j'ai décidé, puisque j'ai vu vos conceptions, c'était très intéressant, et j'ai décidé de vous inviter à faire cette vidéo. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner un petit aperçu sur votre parcours, sur votre personne et tout. Alors, je suis Wissam Naman, Ali Sami, je suis né à Bagdad, je suis irakien, jusqu'à maintenant. J'ai quitté l'Irak en 1980, j'ai été en France, j'ai appris le français, j'ai commencé mes études d'architecture en 1981, et puis j'ai terminé en 1987. Je travaillais en France, et puis j'ai quitté la France pour le Liban. Ah, pour le Liban. Alors, vous étiez dans quelle université en France? J'étais en fait à l'école spéciale d'architecture de Paris, 236 boulevard Raspail à Paris. Je l'ai choisi par hasard parce qu'en fait j'étais admis à l'ENA et je voulais pas faire de l'ENA. Je voulais faire un métier que j'aime. Et puis j'ai découvert en fait, quand je me suis inscrit en fait, après que je me suis inscrit, j'ai découvert que j'aimais bien ce métier parce que je n'avais aucune idée de ce métier qui est l'architecture, aucune, mais alors là aucune. Et puis voilà quoi. Après j'ai travaillé en France et puis après j'ai bougé pour le Liban et là maintenant je suis à Bagdad. Ah, le retour. Alors, quand vous étiez, généralement les Irakiens, ils quittent l'Irak pour aller en Angleterre, pour aller aux États, surtout l'Angleterre, les États-Unis pour faire des études. Mais vous êtes la première personne irakienne qui quitte pour la France. Je trouve ça un peu spécial, quoi. C'est un peu bizarre parce que en fait, les circonstances que se sont présentées à l'époque faisaient que mon père m'a proposé est-ce que je vais en Angleterre ou est-ce que je continue en France. Alors moi, j'avais connu la France pendant à peu près 3 mois, pendant l'été, avant que je commence mes études. Et puis je me suis dit, ben j'aime bien la France. Alors il m'a posé la question, mais tu devras apprendre le français et tout ça. Je lui ai dit, ben oui, je vais apprendre le français, pas de problème. Un très bon français. Alors j'ai quitté Paris, je suis allé m'installer à Tours. Et puis là-bas, j'ai vécu pendant quelque temps avec une famille française où j'ai appris le français à l'Institut de Touraine. Exactement. Et puis, j'ai continué mes études de langue française pendant 10 mois à peu près. Et jusqu'à ce que j'ai commencé, en fait, mes études à l'école spéciale d'architecture. Est-ce que vous avez trouvé des problèmes de langue, puisque, je ne sais pas, mais par exemple, j'avais des amis japonais et tout, ils trouvent que le français, c'est une langue difficile pour eux. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que jusqu'à maintenant, moi, je fais face à des problèmes, un peu de conjugaison, des grammaires, et de moi aussi. Ça. Oui. Alors, a et une, la, le, c'est pareil. C'est pareil. Ah oui. Mais bon,
ça m'a pas empêché en fait de m'intégrer en France et puis de m'en faire des amis et puis de travailler et puis de faire mes études. Alors après avoir obtenu votre maîtrise d'architecture ou bien diplôme d'architecture, vous avez travaillé dans un bureau d'études français? Non, en fait, j'ai passé un an à téléphoner à mon père, lui dire est-ce que je rentre en Irak? Et puis pendant un an, je lui ai passé des téléphones chaque 2 semaines, à peu près chaque 10 jours. Et puis j'ai fait quelques trucs. Enfin, je me suis baladé en France, quoi. Et puis à un moment donné, il m'a dit mais écoute, arrête de me téléphoner. Que Dieu ait pitié de son âme. Arrête de me téléphoner chaque 2 semaines. Essaye de je sais pas, de faire de trouver du travail dans ta spécialité. Et puis ce qui s'est fait en fait, j'ai travaillé dans un bureau d'architecture qui s'occupe exclusivement au début des beach resorts et des complexes touristiques dans le sud de la France. Ah, c'est bien. Ouais, et ça a été une expérience très bonne expérience en fait. Et puis en fait j'ai commencé un an après, exactement presque un an après l'obtention de mon diplôme. Puisque oui, continue. Non, voilà. Et puis c'était un job qui devait durer pendant 2 semaines. Mais en fait, ça a duré 3 ans. 3 ans, c'est... Ouais. Et puis après, j'ai bougé pour un bureau d'études d'aménagement intérieur, comme on dit en français, interior design. On faisait que des boutiques, on faisait des trucs simples avec des trucs bien payés et tout ça. C'était génial. Et ça paye bien, je pense, l'architecture d'intérieur en France. Ça paye bien. Ouais, ça paye bien. Ouais. Ce que j'ai remarqué qu'en France, pour faire de l'aménagement intérieur, ça ne nécessite pas un diplôme d'architecture. C'est-à-dire qu'ils font des formations dans des centres de formation professionnelle et ça marche. Mais bien sûr, en tant qu'architecte, on conçoit mieux. C'était pareil à l'époque? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais même à l'époque, c'était en 1991. Le directeur n'avait pas de diplôme. Ok. Ouais, le directeur de bureau n'avait pas de diplôme, mais il avait des relations, il savait bien faire son travail de relations, tout ça. Et nous, on faisait un peu dossier d'exécution, conception, et voilà. Et après, vous avez décidé de quitter la France vers le Liban, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, il y a eu une période de récession et on a fait face à des problèmes économiques un peu dans le bureau et tout ça. Oui. Et puis, des amis m'ont invité à venir au Liban, à voir, parce que le Liban était en pleine explosion. Oui. C'était la réconciliation nationale, c'était tout le monde voulait mettre des investissements au Liban et tout ça. Et puis voilà, j'ai bougé de Paris jusqu'à Beyrouth. Et je me souviens, avant de sauter, je voulais pas sauter vraiment sur votre expérience. Parce que il y a juste une question. Puis on va faire un retour sur votre expérience au Liban. Je vous ai envoyé une fois la photo d'une façade qui est très étroite, un îlot très étroit au Liban, juste pour me moquer quoi. Tu m'as dit que tu as participé dans cette conception, puisqu'il y a une façade, je sais pas,
un îlot, Oui. Non, en fait, parcelle. je n'ai pas participé à cette conception, en fait. C'était c'est un immeuble très étroit, qui se trouvait à côté d'un immeuble sur lequel j'ai travaillé. Ah, ok. Ouais. Moi, je connais pas l'histoire de ce bâtiment, mais ce bâtiment, il donne sur la Manara. Ah, voilà. C'est le truc tu sais, la Manara de la mer, tu sais. Et ça donne sur la mer. Et le bâtiment sur lequel je travaillais était juste situé à côté. Et derrière le bâtiment que tu m'as envoyé, il y a l'école allemande, German School, juste derrière. Et c'est pourquoi j'ai reconnu l'immeuble, quoi. En fait, je travaillais sur un immeuble qui était existant de 3 étages et qui devait se faire, comment on dit, une extension de rajouter 4 étages de plus, quoi. Ouais. Bon, dis-moi, Wissam, concernant la formation, par exemple, quelles sont les différences, ou quelle est la différence principale entre le travail d'architecture en France et le Liban? C'est dans la pratique, quoi. Oui. Alors, tu sais, le travail d'architecture en France, c'est un peu, comment dire, il y a beaucoup de contraintes en France. Beaucoup de contraintes qui font que il y a certaines zones où tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Il y a certains bâtiments où tu peux pas faire ce que tu veux. Certains endroits où tu dois garder la façade, il y a des contraintes de sécurité, d'incendie, il y a plein de choses enfin, à part les zones qui s'appellent ZAC. Là, tu es obligé de garder certains normes, pas certains, en fait, de faire un projet complètement qui marche avec les règles de sécurité incendie. Mais disons que tu as un peu de la liberté de faire ce que tu as envie de faire. Mais dans Paris et dans le truc, tu es très limité. Comment on dit? Limité. Voilà. Contraint. À Beyrouth, c'est différent. Les lois ils étaient un peu contraintes avec le gabarit et le truc et l'espace, les ouvertures, le droit de regard et tout ça. Mais sinon, tu es un peu plus libre. Et puis les gens à l'époque, en 93, quand j'ai déménagé, voulaient vraiment investir, mettre de l'argent, avoir des espaces, avoir des choses de luxe, tu sais, des espaces très grands, bien calculés, mais reposants, très agréables. Bon, bien sûr, au Liban, on cherche toujours la vue de la mer. Ah, ouais. Ça, c'est la règle principale. C'est un peu comme en Alger, ou à Alger, ou dans les villes méditerranéennes. On cherche toujours dans le terrain la vue de la mer. Tu vois? À Paris, c'est différent. À Bagdad, c'est différent. Enfin, mais c'était ça, quoi. Très simple. Un peu de règles de gabarit et d'espace, et un peu de règles très peu de règles de sécurité incendie, pas de normes de construction, de DTU, des trucs comme ça, tu sais, cahier des charges et tout ça, très peu de normes, tu vois. Mais bon, par expérience, moi, je faisais avec l'expérience que j'avais en France, quoi. Et en travaillant avec des architectes libanais,
la formation en architecture au Liban est-elle comment jugez-vous la formation en architecture au Liban, c'est-à-dire les architectes libanais formés au Liban, le niveau écoute, les architectes formés, que ce soit en France, que ce soit en Irak, que ce soit dans n'importe quel pays, en fait, ce que j'ai appris à l'école spéciale d'architecture, en fait, c'est pas une formation, ce n'est plus une formation d'école, quoi. Que le mec qui vient, tu dis, quand tu fais une chambre, tu fais ça. Quand tu fais un salon, tu fais ça. Ce n'est plus ça. Tu vois, c'est à chacun de se développer, en fait. Et c'est pourquoi, comme les médecins, comme les avocats, nous avons de bons médecins et de mauvais médecins. Nous avons de bons avocats et de mauvais avocats. Et nous avons de bons architectes et de mauvais architectes. C'est en fait, ils te donnent des principes. C'est partout comme ça. Même en Irak, même à Bagdad, là, je viens ça fait à peu près 4 mois que je suis à Bagdad. J'ai rencontré plein d'architectes. Et en fait, la différence, c'est que comment toi, tu découvres ton métier et tu fais ton expérience. Tu vois? Moi, j'ai eu la chance d'être pendant longtemps avec des professionnels dans leur spécialité très développés, ils connaissent les choses et tout ça, et j'ai appris beaucoup de choses. Et bon, j'ai 60 ans maintenant. Ça fait toute la différence avec d'autres 60 ans qui n'ont pas eu l'expérience que j'ai, quoi. Ah oui, j'ai compris. Et puisque vous savez que, par exemple, parfois, la réputation d'un architecte ou bien l'expérience d'un architecte est étroitement liée aux opportunités conceptuelles. C'est-à-dire, si on passe toute sa vie à concevoir seulement des maisons, c'est intéressant, mais pas comme, par exemple, on commence comme au Japon, par exemple, on commence par les villas, les habitations. Quand on devient assez connu, on ouvre droit ou la possibilité à participer à des concours de musées, d'écoles, d'universités et tout. Et au Liban, est-ce qu'il y avait des opportunités ou pas? En fait, moi, comme je suis irakien de nationalité, j'avais pas beaucoup d'opportunités, seulement pour travailler avec des bureaux connus, quoi. Ah, okay. Au Liban. Ils sont connus au Liban. Ah, ouais, okay. Et des très bons bureaux, en fait, qui sont bien développés et pas très gros bureaux, parce que à Beyrouth, tu as Al-Dar, qui est un gros bureau, tu as Khatib Alami, qui est un gros bureau, mais moi, j'ai pas travaillé avec des gens comme ça. Moi, j'ai travaillé avec Archika, j'ai travaillé avec Batimat Architecte, j'ai travaillé avec Sissi Lebanon, des bureaux bien, mais pas gros. Mais ils faisaient des bonnes architectures, des bons plans, avec des bons clients, qui aimaient bien ce que leur faisait, quoi. Et puis on faisait des choses qui étaient très classe, quoi. Vraiment très classe, bien calculé, pas d'espace perdu, pas des trucs un peu farfelus, non, mais des choses bien, quoi. C'est pourquoi je dis non. Bien sûr, les opportunités, par exemple, à Beyrouth, moi j'ai fait que 2 concours seulement, mais au sein du bureau où je travaillais, tu vois. Un concours c'était pour le ministère des Affaires étrangères et un concours c'était pour un bâtiment d'habitation. Son propriétaire voulait qu'on fasse un concours. Tu vois. Mais bien sûr,
Tout dépend des opportunités qui se présentent pour toi. Tu vois? Et de ta persistance, en fait, dans le travail, de ton insistance de proposer des idées, je peux pas appeler ça nouvelle, mais bien, comme on dit. Des idées, de bonnes idées, et puis de créatifs. C'est tout. Et, justement, une fois, j'étais ami dans l'ancien compte, parce qu'il y avait l'ancien compte Facebook, avec un architecte libanais qui faisait des choses des conceptions que je juge merveilleuses, que j'aime bien. Et je lui ai posé une question, parce qu'il y avait une fois, je pense qu'il y avait une terrasse, bien sûr la structure, je ne sais pas si la structure était en béton armé ou pas, mais la couverture de la plateforme c'était en bois, un bois de très bonne qualité. Je lui ai posé la question, est-ce que la main d'œuvre au Liban puisse faire ce genre de travail? Il m'a dit oui, on a de très bonnes une main d'œuvre de très bonne qualité, quoi. Bon, des gens qui connaissent ce qu'ils font. Qu'en pensez-vous parce qu'en Algérie on a un problème de la main d'œuvre, on n'a pas de main d'œuvre qualifiée. Et au Liban, est-ce que la main-d'œuvre elle est formée dans des centres de formation, ou bien c'est un métier qui se transmet de père en fils, ou bien c'est comment? Non, au Liban, c'est un métier, en fait, au Liban, c'est un métier qui se transmet de père en fils. Ah. Et les Libanais, en fait, ils sont prêts à faire n'importe quel challenge. Ça c'est bien. Voilà. Ça fait toute la différence entre ce qu'on faisait au Liban et ce qu'on fait ailleurs. Enfin, en Irak, par exemple, à Bagdad. Tu vois? Au Liban, même si on ne sait pas, on le fait. Tu vois, on fait appel à des gens d'expérience de l'extérieur. C'est des gens, comme on dit, audacieux. Ah, et qui aiment le défi. Exactement. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et ils sont très bien dans les finitions. Ah, les finitions. Même si c'est des collages. Tu vois, ils sont très bien dans les collages. Oui. Voilà. C'est ça qui fait la différence. En arabe, on dit ça l'itqan. En arabe, c'est itqan. L'itqan. Bravo. Et tu sais que dans les années 90, il y avait des Libanais qui travaillaient. Mais dans les années 2000, les Libanais sont passés de niveau travailleur, artisan, voilà, à artisan, à un niveau directeur. Ah, okay. Et ceux qui venaient de la Syrie principalement, apprenaient comment les Libanais faisaient. Ah. Tu vois? Ok. Tu fais pas ça comme ça, tu le fais comme ça. Tu fais pas ça comme ça, tu le fais comme ça. Tu vois? Et même un peintre, tu sais, j'ai travaillé pendant, je sais pas, 10 ans avec un peintre qui peignait avec ses mains. Et à un moment donné, enfin, je sais pas, on s'est pas vu pendant 2-3 ans. J'ai fait appel à lui. Il me dit non, je travaille plus avec mes mains. J'ai une société maintenant, mais j'ai des bons travailleurs et tout ça. Et après, j'ai appris que ces travailleurs, c'était des Syriens, quoi. Ah, ok. Tu vois? Ici, on a eu problème puisque, c'est-à-dire, ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire, même si un architecte a de très bonnes idées à réaliser, en Algérie, on se heurte toujours au problème de la main-d'œuvre. Mais récemment, il y a, je pense, presque 10 ans, il y a eu une vague d'artisans marocains qui ne sont pas spécialisés dans les grosses œuvres. C'est beaucoup plus la décoration intérieure, tout ce qui est revêtement du sol et tout. Et ils font du bon travail.
Et les gens font recours aux Marocains puisqu'ils maîtrisent mieux leur travail et avec des prix moins chers que des Algériens qui maîtrisent pas. Et c'est un problème. C'est-à-dire, un architecte est toujours limité à réaliser ses idées et tout. Et concernant les honoraires au Liban, parce qu'ici, par exemple, en Algérie, Alors, oui. Oui, les honoraires au Liban, pour les architectes ou pour les travailleurs? Ah, pour les architectes. Pour les architectes. Pour les architectes. Ouais. Pour les architectes, pas très élevés, pas très élevés au début, ok, mais ils sont assez bien, je pense, parce que bon, il y a quelques années, un architecte qui sortait de l'école touchait $1 600. Oh, c'est bien. Ouais, tu vois. Un architecte comme moi touchait $4 000, 3 500, 4 000, 3 000 dollars. Vous savez que au Japon, quand un architecte commence à travailler, juste après sa graduation, quand il va sortir de l'école, il commence par $1 800. Mais le max, c'est 3 500, hein, même après avec l'expérience et tout. C'est-à-dire le paiement au Liban, c'est bien, mais je ne sais pas si la vie est chère au Liban ou pas. Si, la vie est chère. La vie est chère au Liban, mais les gens là-bas au Liban, c'est pas comme en France. Enfin, tu sors de l'école d'architecture, tu viens encore chez tes parents. Ah, ouais. Au Liban. C'est pas comme en France. C'est pas comme en France. Tu as 18 ans, tu vas à l'université, puis tu vis tout seul. Ah, ouais. Tu vois, c'est différent. Tu vois, ça veut dire que tu as au moins, t'as pas de loyer à payer déjà. Tu vois, tu manges avec ton père, ta maman et ton petit frère. Tu vois, déjà t'as pas de courses à faire, t'as pas des trucs. Bon, la vie sociale est différente. Tu vois, c'est pourquoi moi quand imagine, j'étais à Paris, je touchais à peu près $6 000 par mois. D'accord? À peu près. $6 000, $5 000. Ok? Mais tout d'un coup, il y a eu un problème économique. Mon salaire est tombé jusqu'à $1 000. Oh! Wow, ça c'est un sixième, hein? Tu vois? Ouais. Et quand j'ai bougé au Liban, mon premier salaire était de $800. $800. Ah. Mais avec le $800, moi je payais le loyer, je vivais bien. J'allais chaque samedi dans un restaurant, passer la soirée, danser et tout ça. Et à la fin de mois, il me restait $200 dans ma poche. Ouais. À Paris, impossible. Non, c'est différent. La vie est différente. Comme on dit. Le rythme de vie, Voilà. Mais au Liban, je pense que les salaires d'architectes étaient bien avant cette crise actuelle, avant la crise actuelle. Mais pour moi, c'était bien, quoi. Et puis, voilà. Et concernant les études en France, voilà, bon, passons puisqu'on a passé c'est-à-dire comment vois-tu l'architecture? Comment vois-tu l'architecture dans un pays dont la culture est d'une manière ou d'une autre, elle est arabe? Parce que le Liban, il reste un pays arabe. Hein. Comment vois-tu la conception dans un pays, par exemple, entre le Liban et l'Irak? Concevoir, mis à part le climat, mis à part la géographie, mais la mentalité des gens, par exemple, comment être créatif au Liban et comment être créatif et réussir en Irak. Qu'en penses-tu? Bon, il y a beaucoup de différences entre le Liban et l'Irak. Actuellement. Pourtant, ils sont deux pays. Enfin, c'est parce qu'ils sont deux pays différents. Ils sont arabes,
Revenons à la différence entre le travail d'architecture au Liban et l'Irak. Voilà. Alors, le Liban, c'est quand même un pays francophone. Ouais. On fait beaucoup. Enfin, le système actuel au Liban considère l'architecte comme un principal acteur du projet. Tu vois? Tandis que en Irak, c'est depuis plusieurs années, depuis des décennies, l'architecte a perdu son importance. Tu vois? Les gens ne viennent pas voir l'architecte pour leur concevoir une maison. Ils viennent voir un architecte, il leur dit voilà, j'ai un terrain de 400 mètres carrés, qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Je veux une maison. Bon, il veut que l'architecte lui fasse la conception, il faut que l'architecte lui fasse la construction. Ah. Au Liban, ils savent très bien. Je pense que c'est pareil en Algérie, au Maroc, enfin tous les pays francophones. Ils isolent l'architecte. L'architecte est à part et les autres corps de métier sont à part. Tandis qu'en Irak, ils n'ont pas cette éducation. Et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Puisque l'Irak, c'est un pays de constructeurs. Il y a Rifat al-Jadirji, Zaha Hadid, je ne sais pas pourquoi. Oui. Mais Zaha Hadid, elle travaille en Angleterre. Rifat al-Jadirji, ok. Jadirji, bon, il a travaillé en Irak, mais c'était dans un autre temps. Autre temps, ah, ok. Tu vois, là maintenant, les gens viennent te voir, bon, je veux avoir une maison, voilà, je veux 2 étages, je veux 4 chambres, je veux... Bon, combien ça va me coûter? Ça dépend combien tu veux dépenser. C'est pareil en Algérie, hein, c'est comme ça en Algérie, c'est comme ça. Voilà. Ah, ouais. Et ils veulent pas, ils ont pas cette éducation comme quoi l'architecte fait le design, il y a un ingénieur de structure, il y a un ingénieur mécanique, il y a un ingénieur d'électricité. Ils ont pas cette éducation. Ils veulent que l'architecte leur fait tout, quoi. Tout, dans un ensemble. Et ça, c'est en fait, c'est un problème qui a commencé dans les années, en fait, 90. Après la guerre. Et 80, comme, oui, et même pendant la guerre, parce que, tu sais, on avait un système social. Aller travailler dans l'État, quoi. Ouais. Alors l'État avait créé des structures et des trucs comme ça avec des architectes et des ingénieurs et des trucs comme ça. Tout le monde travaillait dans l'État. Personne ne travaillait dans le secteur privé. On n'avait presque pas de secteur privé. Ah, je savais pas. Ouais. Voilà. Alors le problème, c'est que à un moment donné, l'État proposait les plans d'une maison dans un catalogue à 10 dinars. 10 dinars, 10 dinars irakiens. 10 dinars, c'est 3 dollars, 3 dollars et demi. Tu allais acheter un catalogue. Tu as un terrain de 400 mètres carrés. Tu allais acheter un catalogue avec plein de plans et des façades et des trucs. Tu vois, à 10 dinars. Et tu choisis un plan et tu la déchires et tu l'amènes à la municipalité et la municipalité te tamponne et tu as le permis. C'est un problème là. Ça a complètement détruit le métier d'architecte en Irak. Complètement. Complètement. Et les gens maintenant,
ils recommencent à apprendre, mais ils n'ont pas cette éducation qu'ils doivent traiter avec plusieurs corps de métiers, de travaux pour construire une maison. Voilà. Ils connaissent pas. Au Liban, quand tu veux un permis, ben, tu présentes le permis à l'ordre des architectes. Et quand l'ordre des architectes te tamponne, tu vas à la municipalité. Et là, la municipalité, elle te tamponne et à partir de là, tu peux commencer à construire. Tandis que ici, en Irak, il n'y a pas, l'ordre des architectes n'a pas de rôle. Il n'a rien. Il a complètement disparu. Il n'existe pas. C'est dû à quoi? C'est à cause de la guerre, à cause de... C'est à cause de l'éducation que l'ancien régime, socialiste avait instruit pour absorber tous les architectes et les ingénieurs qui sortaient des écoles. Tu vois? Et le problème, c'est qu'on n'a pas de secteur privé, on n'a pas de... Enfin, la structure était différente. Et jusqu'à maintenant, on continue avec l'ancienne structure de l'État, l'ancienne structure de l'architecture, l'ancienne structure. Enfin, et moi, franchement, je sais pas comment ça va se terminer, ça va prendre du temps, évoluer, quoi. Puisque on vivait comme ça en Algérie durant les années 70, 80. Mais vers la fin des années 80, la situation a changé. Mais le problème, c'est qu'en Algérie, c'est qu'avant, durant la période socialiste, on construisait et on concevait mieux que maintenant. Avant, il y avait de meilleures qualités. Maintenant, c'est une catastrophe. Les architectes sont très mal formés. Les gens n'ont pas de goût. Il n'y a pas de main d'œuvre. Et vraiment, c'est une catastrophe constructive, quoi, de construction, quoi. Ben, on a le même problème. On a le même problème exactement, parce qu'en fait, l'État socialiste contrôlait tout. Et puis quand ça a disparu, ben, l'État actuel ne contrôle plus rien. On n'a pas de normes, de construction, on n'a pas de normes d'architecture, on n'a pas de normes. Enfin, le mec, par exemple, dans une zone où tu as le droit à 2 étages, le mec il dit bon, on va construire 4 étages et puis je vais payer la municipalité un peu comme ça, quelques dollars et voilà. Pareil. Et voilà. Parce qu'on n'a plus de contrôle. Est-ce qu'en Irak ou bien au Liban, une personne construit une maison? Est-ce qu'il paie les taxes, comme on aura par exemple, si tu as un bien, une villa ou bien, chaque année on paie les taxes qui dépendent de la surface. Ici en Algérie, on ne paye pas, il n'y a pas de taxes, alors les gens construisent des bâtiments à 4 étages, 5 étages, grandioses, et ils ne paieraient aucune taxe. Au Liban, on paie des taxes ou en Irak? Au Liban, on paye des taxes avant la construction et on paye des taxes pour le permis d'habitat. Ça veut dire on te donne le droit d'occuper l'immeuble. Mais en tant que Libanais, tu payes des taxes de municipalité pour l'eau et l'électricité et tout ça, mais tu payes pas des taxes de propriété. C'est fini. Tu les as payées, tu ne les payes plus. En Irak, c'est pareil. Tu les payes au début de construction, et puis tu les payes au permis d'habiter. Même le permis d'habiter, elle est devenue, je sais pas comment, pas trop. Et puis après, tu payes plus, tu payes que l'électricité, l'eau, enfin le ramassage de poubelles, des trucs comme ça, des trucs très simples, pas vraiment des taxes de propriété, quoi.
J'ai une question peut-être qu'elle va sembler un peu bizarre, mais au Liban, bon, à Beyrouth, pour ne pas généraliser, entre Beyrouth Sharqiya ou Beyrouth Gharbiyya, yani, entre Beyrouth de l'Est et Beyrouth de l'Ouest. Là où il y a les chrétiens, où il y a les musulmans, ou la mélange, quoi. Le côté riche, côté pauvre, quoi. Est-ce qu'il y a une différence d'architecture en matière de qualité, en matière de manière de vivre, de concevoir l'espace? Dans le même capital? Ouais. Il y a une différence. Il y a une différence, à mon avis, énorme. Pourtant, tu sais, dans les quartiers chrétiens, il y a des pauvres. Il y a des quartiers pauvres chrétiens. Et il y a des quartiers musulmans pauvres. Et il y a des quartiers chrétiens riches. Il y a des quartiers musulmans riches. D'accord? Mais, moi, quand je regarde, dès que tu me montres une photo, moi, je connais la différence. Si c'est chrétien ou bien musulman. Donc, voilà. Parce que les chrétiens sont plus attachés aux détails. Ils sont plus simples. Moins décoratifs. Ils ont dépassé cette logique de décor et tout. Okay. Voilà, voilà. Et ça se voit surtout chez les familles riches. Plus riches, ok. Plus qu'ils sont riches, plus ils sont simples. Plus ils sont simples, voilà. Voilà. Contradiction. Côté musulman, s'ils sont riches, ils sont pas, les détails, ça reste. Là où il y a les musulmans. Non, mais côté musulman, c'est pareil un peu. Ah, c'est pareil aussi. Mais certains, beaucoup, enfin, côté musulman, ils sont beaucoup plus. Ok. Alors, cher ami. Alors, on était sur la différence en matière de détails d'architecture entre tout ce qui est musulman, tout ce qui est chrétien. Bon, ce n'est pas un discours religieux. Enfin, je veux pas faire, j'aime pas faire cette comparaison, mais tu sais, j'ai travaillé, enfin, en France, quand j'ai travaillé, c'était des chrétiens. Après, c'était des juifs. Ah, ok. Oui, très bien, très bien. Et puis, au Liban, quand j'ai recommencé à travailler, c'était aussi des chrétiens. Ah, ok. Pendant longtemps, j'ai travaillé dans le bureau qui s'appelle actuellement Archika. Avant, c'était Kamal Hamsi et Pierre Basile. J'ai travaillé 15 ans. Et c'était des chrétiens. Après, j'ai quitté, j'ai travaillé aussi avec des chrétiens. Après, j'ai travaillé 3 ans avec des musulmans. Ça a été dur. Moi, j'imagine un peu. C'est une réalité, hein. Mais bon, après, j'ai travaillé aussi 3 ans avec des chrétiens. Bon, c'est différent, quoi. C'est autre chose. Il y a une finesse. Il y a une finesse dans... J'ai remarqué ça. Et problème, sans entrer dans un discours religieux, j'ai remarqué pas du tout. Je parle de ma part, parce que c'est moi qui ai posé la question. J'ai remarqué qu'il y a une différence de finesse de comportement et mu'amalat. Les manières Exactement. La manière de... Ici en Algérie, par exemple, un pays soi-disant à 99% musulman, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que le risque d'escroquerie dans notre domaine est très élevé. C'est tu risques de faire des projets et tu risques de dépenser de ton propre argent et tu vas gagner zéro. Comme ça, il n'y a aucune loi qui te protège et c'est un gros problème. Et c'est ça, c'est une question d'éthique, d'éthique, de mu'amalat et tout. Et exact. Bon, je sais que vous êtes fatigué, alors
on va parler pendant 15 minutes et je vous laisse reposer. Et on va, parce qu'il y aura beaucoup de discussions dans le futur, je sais. Je vais te casser la tête et on va faire beaucoup de choses ensemble. Alors, concernant par exemple, le travail avec les logiciels, par exemple en France. Les quoi? Pardon, les quoi? Travail avec les logiciels. Logiciels de oui. En France, je sais que on peut pas, même au Japon, on peut pas travailler avec un logiciel piraté. C'est contre la loi. Exactement. Oui. En Algérie, c'est du n'importe quoi, on fait tout, tout est permis. Et au Liban, c'est pareil au Liban. Oui, c'est pareil. Ah, oui, c'est pareil. ça. Oui. Ouais. Mais il y a eu un temps qu'une société a racheté les droits d'Autodesk et qui faisait des tours avec la police dans les bureaux. Des tours? Oui. Il faisait des intrusions dans les bureaux, connus, avec la police. Il comptait les micros, les ordinateurs, combien il y avait d'ordinateurs, et il y avait des négociations qui se faisaient. Et puis, ils se mettaient d'accord sur un nombre quelconque, d'accord, et puis, tu leur payais. Mais la société qui te donnait ces droits ne venait pas installer le logiciel. Il te donnait les CD, ils prenaient les CD, les mecs, ils prenaient les CD, ils les mettaient dans le tiroir. Tu vois? Ok. Et puis on continuait. Ouais. Et parfois, je pense que s'il n'y avait pas de, je suis pas en train d'envisager un discours un peu de piraterie, non, loin de là. Mais s'il n'y avait pas ces pirates russes et chinois, peut-être qu'on dessine jusqu'à maintenant avec la main ici en Algérie, au Liban, parce qu'on n'a pas les moyens. Oui, c'est au Liban, ils avaient des moyens. Ils avaient les moyens au Liban, oui. Parce que quand même, le métier d'architecte est très respecté. Très respecté. Et il y a un rôle principal et primordial et très fort de l'ordre des architectes au Liban. Tu vois? Et c'était différent. Mais bon, comme les gens, moi je suis arrivé au Liban, je connaissais que Architrion. Architrion, qui est un logiciel en France, qui était très connu à l'époque, que j'ai appris dans la société où j'ai travaillé, parce que le mec a acheté des droits, et puis la société nous a envoyé un instructeur qui a passé 6 jours à nous apprendre comment utiliser le logiciel. Tu vois? Arrivé au Liban, personne ne travaille sur Architrion, ils travaillent tous sur AutoCAD. J'ai passé 6 mois à dessiner avec ma main, tu vois, sur une table. Et puis après, un jour, j'ai vu un ordinateur qui était abandonné. Je l'ai rallumé. Et puis j'avais amené un bouquin d'AutoCAD avec moi, tu sais, un livre de poche d'AutoCAD. Je l'ai ouvert et je commençais à lire à la maison. Je commençais à lire, puis je faisais des commandes et tout ça. Puis c'est comme ça que j'ai appris. C'est bien, alors, vous avez du courage. Oui, maintenant, il y a YouTube. YouTube. Tu vois? Oui. Vous savez que, l'AutoCAD, je conseille toujours à mes étudiants, aux gens, d'apprendre l'AutoCAD. Moi, je suis pas bon en AutoCAD. Mais ça reste que l'AutoCAD est un logiciel universel. On peut travailler avec l'AutoCAD un peu partout. Par exemple, au Japon, ils travaillent, ici en Algérie, ils travaillent avec l'Archicad, l'Archicad. Mais au Japon, ils travaillent avec les Vectorworks. C'est pour les 3D et tout. Parfois, c'est Rhino. Mais AutoCAD, c'est la base. C'est-à-dire, pour travailler dans les grands bureaux d'études, c'est l'AutoCAD. Parce que c'est simple à faire, c'est simple à travailler et tout ça. Mais moi, je pense que Archicad, c'est un bon logiciel. Revit,
C'est un bon logiciel. D'ailleurs, Revit, je l'ai appris en 2011 ou 2010. 2010, j'ai appris Revit. C'est que j'ai demandé au directeur du bureau, voilà, il y a Revit, voilà, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il dit, bon, d'accord, allez, apprenez-le, et puis moi, je vais vous payer les honoraires. Et puis, il m'a dit, demande aux architectes au bureau s'ils veulent apprendre. En fait, on était 2 à l'époque seulement, sur une quinzaine, ok, qui voulaient apprendre Revit. Et on a appris Revit. Et maintenant, en fait, actuellement, depuis 4 mois, j'ai passé d'une phase de AutoCAD très précis et passé au Revit très précis sur un AutoCAD plus simple, mais avec un Revit plus précis. Tu vois? J'ai trouvé une combinaison, en fait, pour passer à un AutoCAD très simple, à un Revit très précis. Enfin, ça vient par expérience, parce que depuis un certain temps, je travaille sur Revit, et c'est un très bon logiciel, et tu peux transformer tous tes dessins et ta conception sur Revit que tu fais, tu les envoies sur AutoCAD. Et puis, tu fais quelques arrangements, et puis tu fournis des plans. Des plans, des façades, des coupes, des perspectives, tu fais ce que tu veux. Comment faisiez-vous au Liban avec les maquettes? Les maquettes, il y avait des maquettistes ou bien c'était les architectes qui faisaient des maquettes? Non, en fait, au Liban, c'est des maquettistes. Qui font les maquettes. Alors notre métier, il est très respecté au Liban. Oui, l'architecture en global est très respectée au Liban. Dommage que je n'ai pas vécu au Liban, hein. Non, tu sais, c'est parce que moi j'ai eu de la chance de travailler avec des bons bureaux. Tu vois, Archika, Batimat Architecte, Sissi Lebanon, même j'ai traité avec des architectes français, Alain Coupel, André Tirchamp, j'ai travaillé avec dans le cadre de Archika, j'ai travaillé avec Sasaki aussi, qui est un bureau américain, très connu, Sasaki, très respecté, enfin, tu vois, c'est ça la chance, en fait. J'ai pas eu la chance d'avoir la chance de Zaha Hadid, mais en même temps j'ai eu la chance de travailler avec des bons architectes quand même. Même Zaha Hadid, les gens pensent que Zaha Hadid a eu une vie heureuse. Mais avoir une vie d'architecte n'est pas, c'est comme les médecins, ce n'est pas une vie de bonheur. C'est pas vraiment le repos. Ah oui, c'est stressant. Une fois, durant ma dernière visite au Japon, j'avais rencontré, puisque au Japon, quand on est enseignant universitaire, on a le droit d'avoir un bureau d'études, d'exercer son métier. Par exemple, ici en Algérie, tant que j'enseigne à l'université, je n'ai pas le droit d'exercer mon métier, ce qui est malheureux. Mais au Japon, il faut juste passer le Ikkyu Kenchiku, c'est-à-dire l'examen national du premier degré d'architecture. Il faut l'avoir, sinon on n'aura pas le droit de travailler. Ils m'ont dit qu'ils préfèrent faire... Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ils m'ont dit qu'ils préfèrent avoir passé leur vie de recherche, d'enseigner, plutôt qu'une vie de marathon en tant qu'architecte, constructeur. Puisque c'est une vie très stressante et qui demande beaucoup assez d'espace. Alors, on parlait de quoi? J'ai oublié Sasaki, on avait parlé de Sasaki. Mais on parlait de la chance de travailler avec des gens capables et des gens inventifs et des gens... Ici, on a, par exemple, au Liban, je pense que, vous savez qu'il y a un côté civilisationnel. Par exemple,
au Liban, malgré toutes les guerres, et c'est des Phéniciens d'origine, c'est un pays d'échange, de culture, oui. En Irak, de voyageurs, surtout de voyageurs. Ah, oui. En Irak aussi, puisque malgré la crise actuelle, les guerres, mais c'est un pays de Sumériens, il y a Babylone, c'est une culture, là. On peut pas négliger ça. C'est différent, parce que les Libanais sont plus attachés à garder une culture de contact avec le monde extérieur, tandis que les Sumériens, les Irakiens, ils sont plus attachés à leur terre. Ah, ouais. Ils voyagent pas beaucoup. Ouais. Ils aiment pas très bien voyager, même s'ils voyagent, ils vont à Londres, par exemple, ils vont manger irakien tout le temps. Je sais. Vous savez que j'adore, parce que j'avais beaucoup d'amis irakiens, je connais bien la cuisine irakienne. Koba. J'ai vu que, oui, j'ai visité des Irakiens en Libye, l'environnement était irakien, hein. Le riz. C'est pas comme les... Et ils viennent au Liban, ils disent, on me demande, est-ce que tu connais un restaurant irakien? Oui. mais, ce matin, tu étais en Irak, Yahaye. Ce matin, tu étais en Irak. Et tu viens, quoi? Tu veux manger irakien? Tu sais, oui, je sais pas quoi. Ah oui, c'est la culture. Ah ouais. Et ça fait toute la différence. Oui. Et une dernière question. Quels sont tes projets futurs? Puisque vous savez que je vais ajouter des copies de vos projets que tu m'as envoyés, que tu publies sur ta page, et pour que les gens aient une idée sur tes travaux, quoi. Voilà. Alors, quels sont tes projets futurs, quoi? Qu'est-ce que tu rêves de? Tu sais, mon rêve, c'est toujours d'avoir mon bureau. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est toujours d'avoir mon identité un peu impliquée sur certains projets. Ouais. Mais, tu sais, c'est dur. C'est dur. Et moi, si j'ai un conseil ils doivent savoir, si j'ai un conseil aux étudiants d'architecture qui commencent, ce qu'ils doivent faire savoir que c'est un métier très très dur. Très très dur. C'est un métier qui demande de courage et qui demande de persistance et d'endurance. Surtout l'endurance, oui. Dans la tête, dans le cœur. Et puis, bien sûr, dans la vision des choses. Il faut pas avoir peur de changer et de se développer, tu vois, et de voir autre chose, tu vois. D'ailleurs, j'aimerais te présenter deux trucs que j'ai découvert pas très longtemps, des bouquins que sûrement tu connais. Operative Design. Exactement. Operative Design, je vais écrire ça, oui. Et puis Conditional Design. Operative. Et puis Sightless. Ok. Je vais les chercher, hein. Ça, c'est 3 bouquins, 3 petites livrets que j'ai découvert il y a pas longtemps, il y a 4 ans, 3 ans, que vraiment, tu dois les conseiller à tes étudiants. Je vais le faire dès la semaine prochaine. Je vais le faire. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi, j'avais préparé quelques photos pour te les montrer en sharing screen, mais bon, je sais pas si ça t'intéresse aussi. Ça m'intéresse. Ouais. Mais je sais pas comment faire pour faire sharing. Je pense qu'il y a
Attends. Tu peux présenter ou bien plus d'options. Non, sharing screen. Comment on dit sharing screen? Comment on fait Partager sharing l'écran. Partager l'écran. Ou bien présenter. Attends. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit pas grand-chose là. Est-ce que tu vois un peu là, il y a 3 points là, il y a un petit carreau avec une flèche au milieu. Et Ouais, là, si on pousse, vous pouvez partager l'intégralité de votre écran, bien une fenêtre ou bien onglet. ouais. Bon, je vais voir. Je vais essayer l'intégralité de screen. Ok. Ah bon, là, il me dit pas grand-chose. Bon, laisse tomber. Parce que, bon, laisse tomber. Ça, il me donne pas grand-chose. Report, bon, je sais pas comment faire. Attends. Windows. Non, Windows, c'est pas bien ça. Bon, d'accord. Alors, comment on fait? Share. OK. Ah oui, oui. Je vois là. OK. Ouais, ok. Alors, maintenant, est-ce que tu vois? Oui, oui, je vois, il y a l'écran. Ouais, oui, Est-ce que tu vois ça? Oui, oui. Voilà. Ça, c'est un projet de rénovation d'un campus. En Irak? Ouais, ouais, à Bagdad. À Bagdad. Ah. Tout ce que tu vois, c'est ce que j'ai fait. Tout ce que tu vois, c'est ce que j'ai fait ces dernières 4 mois. Ah, ok. C'est 80. Je vais juste tourner les images l'une après l'autre Ok. sans parler. Ok, ok. Oh. C'est intéressant, hein? C'est une rénovation, en fait, d'un endroit. C'est avec Revit. Oui, Revit et Lumion. Ah, lumière. Ah. C'est sur Dijla, I think. Je pense. Comment? على نهر دجلة والفرات. في نهر هنا. Oui, exactement, Dijla. دجلة، ok. Dijla, oui. Une école. Une école. Ah. Ah. Ça, c'est Une tour. tour. Ah, une tour. Oh, c'est Oui, c'est une tour. toujours l'école. Un pont. Un pont. C'est donc dans un bureau d'études ou c'est ton propre bureau d'études? Non, non, c'est en fait Des quelqu'un propositions. qui m'a demandé de faire Ah, ça. ok. Ah là, là, le pont est intéressant. C'est-à-dire un pont accessible. C'est pour piétons, hein? Oui, exactement. Et en bas, il y a des parkings. En fait, c'est un pont sur 2 niveaux. Ah. Une école. D'accord.
Les écoles ici sont gérées par non gérées, c'est par l'État. Hein. Tous les projets de construction d'écoles, c'est géré par l'État. Oui, oui, mais là c'est présenté par une société privée. La société privée, hein, de construction, c'est sûr. Ouais. Enfin, c'est dans le même style parce que il se trouve dans le même contexte. Même contexte. Ouais. Je vois un peu la touche française ici. Hein. Je vois la touche. Il y a il y a une touche française. Il y a une touche française. Ouais. Il y a même le choix des formes, le choix des textures. Ouais. Ça, c'est une villa. Ah, c'est une villa. Je rêve d'avoir une salle de bain pareille. Hein. Je n'en ai pas. Ouais. Et ça prend beaucoup de temps, je pense, une école comme ça, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas conçu de grands projets. Une école comme ça prend presque 15 jours, comme ça. Hein. Une semaine. Oui, non, moi, je suis plus rapide, que toi. Ah, voilà. Pour moi, ça prend du temps, puisque je prends du temps, vraiment. Ouais. Non, mais parce que je te dis, j'ai trouvé une solution comment faire plus simple avec AutoCAD, et puis après passer. Justement, une question. Est-ce que vous faites toujours des nuits blanches? Ne pas dormir la nuit, on travaille sur un projet. Non, moi, normalement, 11h, 11h30, je dors. Ah, c'est bien, vous avez de la chance. Moi, jusqu'à maintenant, je fais des nuits blanches. Bon, Ah non, parce que moi, je travaille dès le matin très tôt. Je travaille dès le matin très tôt jusqu'à 7h, 6h de soir, quoi. Puis, des fois, je travaille jusqu'à 10h, mais bon. Ben bon. Ça, c'est la villa. Ah, c'est bien. En fait, la villa, je l'ai fait en collaboration avec Monsieur André Tirchamp, architecte français. Ah, ouais. À Bagdad, le projet à Bagdad, en Irak, la villa. On est presque associés, moi et Monsieur André Tirchamp. C'est bien. Pas presque associés, on est associés. Ah, c'est bien. Je ne connais pas en personne, mais ça serait bien de voir ce projet. Non, enfin, oui. Parce que les Français s'intéressent beaucoup à travailler dans d'autres pays, hors de la France, quoi. C'est une manière de faire connaître leur projet, ouais. La villa. Voilà. Ah, vous êtes plus rapide, hein, vous avez du goût, mes chers amis, vous avez du goût, hein. Est-ce qu'il y a des normes? Une villa encore. Est-ce qu'il y a Oui. Celle-là, c'est à Bagdad. Celle-là, c'est à Bagdad. Ah. J'aime bien l'ouverture vers l'extérieur. Une touche japonaise. Ah oui, je vois, le kanji, touche japonaise, ah oui. Touche japonaise. Ah. Et une touche, ça c'est une touche de la Méditerranée, quoi. La piscine. Ouais. Oui, parce qu'il fait chaud chez nous. Hein. Ah oui, il fait chaud, très chaud. Ouais. Est-ce qu'il y a des normes concernant le climat et l'architecture en Irak, c'est-à-dire l'épaisseur des murs, la dimension des ouvertures? Il n'y a pas de normes. Malheureusement, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. C'est à l'architecte de trouver une solution. Voilà. Là, le client a voulu une villa moderne. Alors, avec des couvertures et tout ça. Bon, il va dépenser de l'argent pour la faire refroidir l'été, c'est sûr. Ah, c'est son problème. C'est sûr. Oui. Bon, ça on revient voilà. Ah, ça c'est un palais, ça. Ah, c'est un palais, hein. Oui, c'est la villa, oui. C'est un palais, quoi. Voilà.
Ça ne ressemble pas aux villas de Saddam. Les villas, c'est différent. Non, non, c'est différent. non, c'est un monsieur très respecté, très respectueux. Non, je plaisantais, puisque... Vous savez que dans chaque pays arabe, il y a 1 million de Saddam. Dans chaque pays arabe. Juste qu'ils ont le pouvoir. Bon, et nous, les architectes, on sert tout le monde. Hein. On sert tout le monde. Ouais. Alors, merci, cher ami. Voilà. Alors, mais bon, il fait un peu tard chez vous. Merci pour la discussion. Je vais essayer d'éditer, de reconcevoir cette vidéo et je vais la publier. Je vais vous envoyer une copie avant. Vous m'en dites votre point de vue, puis je vais la publier sur YouTube, puis je vais vous envoyer la publier encore une fois sur Facebook. Et ça sera le début de notre discussion, parce que j'ai beaucoup de questions avec vous. Ok. En fait, il y a beaucoup de choses à parler. Quand tu parles d'architecture, ça se termine pas, ça ne s'arrête pas à un sujet, quoi. Je vais vous casser la tête, cher ami. Bon, parfois je vous tutoie, parfois j'utilise le vous, alors on va utiliser. Non, mais tu peux me tutoyer, c'est fini. J'apprécie beaucoup. Je vous aime bien, cher ami. Je vous aime bien. Alors, أتمنى لك ليلة سعيدة. Merci, toi aussi. Et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Bye bye. Merci. Bye. Merci pour l'opportunité. Hein. Bye bye. De rien. Bye.